Nous avons vu la manière dont les institutions pouvaient parler de l'environnement et comment ils pouvaient influencer les publics dans leur comportement. Mais comme maintenant l'opinion publique encourage les entreprises à agir, les institutions culturelles doivent aussi prendre parti dans cette transition écologique. Donc nous allons parler de la manière dont les institutions peuvent mettre en place le développement durable avec Elsa Beromé, qui est conseillère du développement durable au Muséum d'histoire naturelle de Paris, Laura Gourmet, qui est en charge du développement durable au NELAC, qui est le syndicat de loisirs et des espaces culturels, Sarah Kassem, qui est la responsable culturelle du V&A à South Kensington à Londres, qui nous vient de Londres pour la journée aujourd'hui. Et à Zoom, nous avons Paul Toquet, qui est le directeur de la responsabilité environnementale au musée Gladstone dans le Maryland aux États-Unis. Et la table ronde sera modérée par Marguerite Courtel, qui est la cofondatrice des Augures, qui conseille les institutions culturelles dans leur transition vers le développement durable. Chère Marguerite, la parole est à vous. Merci. Est-ce que vous entendez tous ce que je dis? Paul, vous êtes avec nous? C'est super. Donc, pour démarrer, je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques jours, nous avons eu dans la ville de Sydney en Australie, ils ont eu de grosses inondations qui menaçaient la 23e biennale. Donc cette catastrophe est aussi bizarre et compliquée que la biennale avait imaginé, l'Australie se rebiffant. Donc, que ce soit les vagues de sécheresse et les inondations pour les institutions culturelles qui doivent préserver tout ce qui est patrimoine. Donc, les deux risques mondiaux à long terme concernent l'environnement. C'était des événements climatiques extrêmes et puis les échecs dans les actions climatiques. Heureusement, certains s'engagent à... Nous voyons donc un engagement qui augmente. La tête a souhaité réduire son empreinte carbone de 50% d'ici 2023 en diminuant les déplacements professionnels depuis 2013. Nous avons le V&A qui vient de mettre en place un plan d'action sur le développement durable, d'autres qui ont commencé à faire des guides sur les échos, l'écologie. Donc nous sommes à l'intersection de beaucoup de secteurs, comme le secteur du transport, de la mobilité, les sites de construction, le numérique. Donc nous avons beaucoup d'impact. Les musées sont aussi des sites clés afin d'accélérer l'éducation au changement climatique. Je serais ravie de demander tout d'abord à Paul de se présenter. Et je pense que j'ai organisé la table ronde de manière différente, de telle manière à ce que tout le monde puisse se présenter, mais avec toutes ces problématiques techniques, nous allons commencer avec vous, Paul. Vous allez vous présenter et présenter ce que vous avez fait au sein du Gladstone Museum qui est près de Manchester aux États-Unis. C'est à vous, Paul. Non, nous n'entendons pas Paul. Je suis désolée. Peut-être que nous pouvons commencer avec Sarah. Voilà, nous attendons de pouvoir entendre Paul. Nous allons commencer avec Sarah du V&A. Merci d'avoir pris la parole pour être avec nous aujourd'hui. Vous êtes la responsable
du développement durable au VNA, vous avez créé un programme qui s'appelle Place, People et Programme. Donc, moi, mon outil de travail, il rigole moins d'être soumis à ça. C'est ça qu'il faut attention. Moi, je me méfie avec leurs conneries. Hello? Is it better? Okay. Okay. So. Voilà. Sarah, vous avez cette stratégie ambitieuse qui s'appelle les endroits, les gens et les programmes pour mettre en place des mesures écologiques au sein du musée. Quel était votre processus et quelle était votre stratégie de gouvernance? Quels étaient les objectifs clés de cette approche? Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Ce serait impeccable si on pouvait avoir les planches. Voilà, nous avons perdu Paul. Je vais commencer. Donc, voilà, ça fait 2 ans que je travaille avec eux pour créer un plan de développement durable. Donc, nous avons un site à Kensington, un site au sud de Londres. 2 nouveaux sites sont construits avec des partenariats à Dundee et Chakoun en Chine et un autre à Staffordshire. Donc, le musée voulait vraiment parler de développement durable et ils avaient confiance. Ils ont fait beaucoup de choses ces 10 à 20 dernières années, mais ils n'étaient pas très confortables pour articuler leur vision. Et je suis venue pour consolider tout le travail qui avait été fait avant et amplifier ce que nous faisions. Et ce que nous avons décidé de faire, c'est vraiment lier notre plan de durabilité à ce que le musée faisait à travers les arts, le design et la performance. Et ce que vous trouvez souvent dans les musées, c'est que vous avez un responsable énergétique ou quelqu'un fait du travail ailleurs. Et nous voulions avoir une approche holistique de système. Donc, nous avons gardé les endroits, les personnes et les programmes. Parce que c'était toutes les personnes dans le musée et en dehors du musée pouvaient se voir quelque part et se connecter. Donc, ce sont les domaines principaux que nous avons choisis. Il y a tellement qu'on pouvait choisir, mais on devait vraiment se concentrer sur là où nous avions le plus d'impact et le plus d'influence. Donc, nous avons entre 3 et 5 millions de visiteurs par an avant le Covid. Donc, c'est un endroit vraiment très vaste avec beaucoup de connexions internationales. Donc, nous regardons nos émissions de carbone. Nous avons un objectif 0. Nous avons gardé nos émissions de scope 1, 2 et 3. Donc, je dis que les musées sont un peu là où les universités étaient il y a 10 ans. Ils sont un peu en retard. Je viens d'un autre secteur qui est tout ce qui est ingénierie et éducation supérieure. Et j'ai pu amener cette expérience à ce poste. Ça ne sert à rien de dupliquer les ressources. Il faut voir où nous sommes et voir les ressources dans l'organisation. Nous nous sommes concentrés sur les émissions de carbone, tout ce qui est matériaux, parce que nous avons beaucoup de rafraîchissement de nos galeries et de nos expositions temporaires. Donc, plutôt que de réfléchir un peu plus loin comment réutiliser et recycler, nous cherchons à avoir le plus d'impact en amont dans la conception de votre exposition en réduisant son impact. Donc, c'était vraiment réfléchir comment éviter, avoir une action vraiment préventive plutôt que de remédier les choses plus tard. C'est bien de pouvoir recycler et de l'énergie renouvelable, mais en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire pour conserver l'énergie et conserver les matériaux au départ? Les achats étaient effectivement un point très important. Nous achetons beaucoup de biens et de services et nous avons beaucoup de pouvoir en tant que clients pour travailler avec nos fournisseurs, pour demander aux fournisseurs ce qu'ils faisaient pour tout ce qui est sustainability, comment ils pouvaient nous aider par rapport à nos objectifs. Donc,
Nous ressentons tous les impacts du changement climatique. Nous avons des pluies, des épisodes de chaleur, des épisodes d'inondation. Nous devons voir comment nous pouvons protéger nos collections, nos collaborateurs, nos visiteurs, et nous faisons ce que les visiteurs font, ce que les musées font, qui est de préserver nos collections en perpétuité. Donc, j'ai regardé un peu comment nous travaillons à cette réduction. Nous regardons aussi la biodiversité. Nous avons des ruches sur le toit. Nous produisons notre miel, mais il y a beaucoup qui peut être fait sur la biodiversité. Donc, je ne vais pas vraiment parler d'autres détails. Nous avons eu aussi la gouvernance. Nous avons eu beaucoup de personnes qui ont travaillé là-dessus, notre directeur et les membres du conseil d'administration, mais nous avons eu aussi beaucoup de pression de la part de nos équipes. Donc, il faut que tout le monde soit vraiment embarqués là-dessus et réfléchissent à ce qu'ils font, parce que ce qu'on regarde aujourd'hui dans la stratégie, c'est permettre aux gens de s'impliquer. Beaucoup de personnes ont une idée de ce qu'ils peuvent faire et ils sont passionnés, mais nous voulons vraiment relâcher ce potentiel et nous devons transformer les gens en catalystes pour action. Donc, voici ce que nous avons fait. Donc, nous avons le conseil, le directeur, nous avons un groupe de pilotage qui était vraiment au niveau du leadership et au niveau tout en bas, nous avons des bénévoles de toute l'organisation qui ont des plans d'action au niveau des départements. C'est vraiment motivant. Donc, avec toutes ces différentes couches, nous avons essayé de nous assurer que la durabilité fait vraiment partie de la culture de l'organisation. Ça fait partie du plan corporate, des plans de département. Et ce que j'ai fait, dont j'étais vraiment très fière, c'est que nous avons commencé un programme d'apprentissage et de développement. Nous avons vu ce que nos collaborateurs savaient sur tout ce qui était carbone. Nous avons beaucoup de séminaires sur la biodiversité, l'écofinance, la conception circulaire, et c'est très bien parce que les gens ont besoin de ces connaissances et de ces compétences. Tout le monde a des expertises, mais tout le monde doit augmenter ses compétences dans ce secteur. Et c'est ce que notre groupe de pilotage fait. Et c'est la manière dont ils sont organisés. Et l'idée, c'est de voir quand ils mettent en place les plans. Les plans sont mis en place pour 4 ans. Nous avons partagé ceci avec le public. Je trouvais que c'était important d'être transparent et ouvert. Je n'ai pas vu beaucoup de musées qui ont publié toutes les actions de leur plan sur leur site. Si vous cherchez, vous verrez tout notre plan, ce que nous avons fait, le blog où différentes personnes contribuent. Et je crois vraiment dans la collaboration, le fait que nous faisons tout ceci ensemble. C'est pas concurrentiel. Nous sommes tous connectés internationalement ainsi que dans nos communautés. Et c'est vraiment un réseau de pairs pour apprendre les uns des autres et s'aider à faire plus. Il y a beaucoup que j'ai appris de notre organisation et d'autres organisations et j'ai copié ça. Ça m'évite de perdre du temps. Ça m'économise des efforts. Donc, voici les termes de référence. Si on passe à la dernière planche, encore une fois, ce qui est et l'évaluation et la surveillance sont intéressantes. On ne peut pas connaître ce qu'on n'évalue pas. Donc, il y a 3 différentes phases. Nous regardons nos progrès par trimestre. Donc, nous faisons un rapport à la fois sur notre santé financière et sur notre budget carbone. Toute activité ou projet qui se passe dans le musée, nous regardons l'impact carbone de ce projet et pas juste l'engagement du public et nos résultats financiers. Pour ce qui est du scope 3, c'est difficile à calculer. C'est 90% de notre empreinte. Ça s'est réduit avec la Covid. Nous avons moins de déplacements professionnels, mais c'est difficile à mesurer. Nous regardons aussi nos déchets, notre recyclage, mais c'est nos déchets qui sont à l'arrivée, mais nous ne regardons pas ce que nous avons fait en amont. Et puis, nous avons un peu sur le nombre de coordinateurs, le nombre d'heures de formation que nous avons eu. Nous avons eu 800 heures de formation de nos collaborateurs. C'est pas un extra, ça fait vraiment partie de leur formation et ça fait partie du rôle de nos managers qui s'assurent que nous prenons aussi la
durabilité en compte. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux aussi. Nous faisons aussi beaucoup sur l'engagement par rapport à l'apprentissage. Et il ne faut pas juste avoir une exposition sur la durabilité. Vous pouvez avoir un week-end de conception numérique dans des programmes d'apprentissage à l'école. On peut regarder les matériaux, la pollution de l'air, la biodiversité. Ça ne doit pas être juste une exposition sur l'environnement. Vous pouvez vous connecter avec votre public sur différentes manières, sur différentes problématiques, mais on se concentre sur la justice climatique et les limites de la planète pour faire penser aux gens que nous sommes dans un monde limité en termes de ressources et que nous ne pouvons pas continuer en basculant sur l'électrique. Nous devons passer à des solutions plus créatives quand nous pensons à nos gouvernements. Donc voilà, je pourrais en parler pendant des jours. Je sais que vous avez aussi d'excellents autres orateurs. Donc c'est comme ça que nous avons pu introduire ce plan de sustainability et l'inscrire dans nos activités. Merci beaucoup, Sarah. C'était très impressionnant et inspirant. Et beaucoup de personnes auront des questions à la fin de la table ronde. Donc, il y a une expérience, donc celle de Paul au musée Gladstone. J'ai demandé à la technique de bien vouloir se connecter avec Paul parce que j'ai hâte d'entendre tout ce qu'il a fait en termes de programme de développement durable au musée Gladstone. Donc, Paul, nous avons vos planches. Est-ce qu'on m'entend maintenant? Oui. Bonjour. Je suis désolée de ne pas être là en personne. Nous parlions de développement durable et un des grands problèmes, c'est de prendre l'avion et de venir jusque-là. Donc, ça avait du sens d'essayer de faire ça par Zoom plutôt que de prendre l'avion pour venir. Mais je serais ravie d'être ici en personne quand même. Vous m'entendez toujours? Oui, nous vous entendons, mais nous ne vous voyons pas. Je suis la seule qui a la chance de vous voir. Est-ce que vous voyez mes planches? C'est impeccable si vous voyez mes planches. Ce serait impeccable de vous voir avec vos planches. Nous vous voyons, mais nous ne voyons plus vos planches. Je peux partager ma présentation. Oui, vous pouvez partager votre présentation. Je pense que c'est mieux de faire ça comme ça. Donc, j'ai partagé ma présentation comme ça. Voilà, dites-moi si vous arrivez à voir mes planches. Voilà, je pense que vous pouvez parce que moi, je peux les voir. Donc, le musée Gladstone, qu'est-ce que c'est? Nous sommes dans le Maryland, qui est dans la partie est des États-Unis. Nous avons été fondés par Mitchell et Emily Rails en 2006. Nous sommes sur 35 acres. Maintenant, nous sommes sur 300. Donc, nous avons grandi par un multiple de 10. Nous sommes ouverts donc au public gratuitement du jeudi jusqu'au dimanche et nous sommes maintenant 100% bio depuis juin 2010. C'est la première fois que j'ai visité ce musée. C'était un peu à ça qu'ils circonscrivaient leur action. Ils ont commencé à parler de plans pour s'étendre à la fois en termes de taille et de bâtiments. Donc, nous avons maintenant de nouvelles galeries et beaucoup plus à offrir à Gladstone. Et notre objectif très simple était que nous voulions être le musée avec le meilleur développement durable dans tout le monde. Nous avons fait ceci à travers le monde. C'est notre nouveau bâtiment qui s'appelle le Pavilion, qui a été conçu par Thomas Pfeiffer à New York, qui est à 50 pieds sous la terre. Donc, ce que vous voyez ici, c'est vraiment le dessus du bâtiment. La plupart du bâtiment est à 20 mètres sous terre et ça semble très sombre, mais tout est éclairé par la lumière du jour parce que tout entre par le plafond. Donc, c'est la manière aussi dont nous avons conçu le bâtiment en termes d'énergie. Donc, vous voyez aussi une clairière avec des plantes natives et les gens marchent pendant 7 à 10 minutes pour venir du parking jusqu'au bâtiment. Nous voulons que les gens se reconnectent à la nature. Donc, nous voulons être inscrits dans de l'architecture et la nature. Ceci se trouvait à Versailles en France
à Versailles, nous avons acquis cette sculpture et nous l'avons érigée à Glenstone et nous allons la replanter pour la 10e année à la fin avril. C'est quelque chose qui représente 20 000 plantes fleuries et nous faisons ça avec des protocoles entièrement naturels et entièrement bio. Nous en sommes très fiers. Maintenant, quand nous regardons Glenstone à travers le prisme du développement durable, ce que nous appelons les 5 piliers, ce n'est pas juste à l'extérieur ou sur le site ou à l'intérieur dans nos bâtiments. Nous regardons le développement durable en termes du capital social et la valeur pour la communauté. Donc nous essayons d'enseigner à notre public et de les inspirer. Nous regardons aussi le capital humain de toutes les personnes qui travaillent chez Glenstone. Nous travaillons beaucoup de temps en interne pour parler du développement durable. Quasiment chaque jour, certainement chaque semaine, nous renforçons quelque chose et nous sommes engagés dans la préservation et le développement durable. Nous le disons sans arrêt et tous les nouveaux collaborateurs qui arrivent chez Glenstone reçoivent une présentation d'orientation de ma part et de la part d'autres sur l'importance que nous y accordons. Comme l'orateur précédent l'a mentionné, le leadership doit venir d'en haut. Donc, monsieur et madame Reel ont vraiment institué ceci. Ils m'ont embauché pour mettre ceci en place et nous en parlons tout le temps et ça finit par faire partie de nos valeurs clés et de notre culture. Et au fil du temps, on me dit, mais où est-ce que je dois commencer? On ne peut pas tout faire à la fois. Donc, ça fait maintenant 12 ans que nous travaillons là-dessus et vous pouvez voir sur ce fil comment nous avons commencé. Nous avons commencé par un paysager bio. Nous compostons tout, notre nourriture, tout ce que nous pouvons. Nous recyclons aussi tout ce que nous pouvons. 80% de tout ce que nous utilisons dans nos bureaux, c'est seulement 20% qui va à la poubelle. Donc c'est un très bon chiffre. Nous avons commencé à reforester. Nous avons planté 11 000 arbres au cours des 7 dernières années. Nous faisons pousser des plantes qui sont natives. Ça veut dire que les insectes natifs et les autres animaux natifs ont plein de nourriture. Nous répertorions aussi toute la vie sauvage et tous les oiseaux qui passent pour mieux comprendre et voir ce que nous allons planter. Nous faisons ceci tout le temps et nous continuons à nous améliorer un peu partout où nous pouvons. Et voilà, j'aime dire qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. Je sais que la présentatrice précédente a aussi regardé des métriques. Nous mesurons tout ce que nous pouvons mesurer. Et c'est comme ça que M. Rels a fait beaucoup d'argent dans sa vie, en mesurant la performance chaque minute de chaque jour. Nous faisons ceci, nous pesons tout ce que nous recyclons, nous savons de quel bâtiment c'est venu, nous savons ce qu'il y a dans les sacs. C'est une institution culturelle, mais aussi une manifestation de faire ceci, parce qu'on ne peut pas juste ticker une case. Vous devez vraiment vivre et respirer ceci, et c'est renforcé par ce que nous mesurons et par ce que nous partageons. Donc, c'est une application qui s'appelle Power BI, qui rend les choses très faciles pour qu'on puisse entrer nos données dans ce format de présentation que nos employés peuvent comprendre, et on utilise ceci aussi dans des situations comme celle d'aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est aussi de répertorier notre empreinte carbone. C'est voir tout ce que nous faisons dans le contexte, soit des émissions de carbone, donc ce qui est relâché dans l'atmosphère, ou ce que nous arrivons à séquestrer pour le garder dans les arbres et dans le sol. À gauche, vous pouvez voir qu'on utilise beaucoup d'électricité. Vous pouvez voir que tous nos visiteurs qui viennent, c'est 575 tonnes de carbone. Donc, avec nos employés, notre communauté, nous sommes à environ une trentaine de kilomètres de Washington, D.C. Nous utilisons aussi du gaz naturel, et tous ces gens qui conduisent et toute cette électricité est mauvaise. Nous essayons de réduire ça autant que nous pouvons, mais nous ne pourrons jamais le réduire complètement. D'un autre côté, toutes les bonnes choses que nous faisons, c'est que nous achetons toute notre électricité
de manière verte depuis des éoliennes. Nous avons aussi de l'énergie solaire. Nous utilisons aussi tout ce qui est recyclé. Nous faisons pousser nos pelouses de manière bio. Donc j'ai parlé à l'ambassade française ici aux États-Unis et j'ai dit que si tout le monde aux États-Unis commençait à s'occuper de sa pelouse de manière naturelle, sans avoir du Roundup ou des fertilisants synthétiques, on pourrait résoudre la crise climatique au cours de nos vies si on commençait à prendre une approche biologique au paysage. Ça a été notre approche à Glenstone. Nous sommes ravis de partager ces informations avec vous et on adorerait que vous veniez nous voir pour qu'on parle mieux, et je viendrai en France un jour pour en parler davantage. Voilà, je vais arrêter mon partage et revenir à l'écran et je pourrai prendre des questions à la fin de ce panel. Je me demande si on devrait juste poser les questions maintenant pour Paul. Voilà, il ne nous entend plus. Nous allons continuer parce que je vois que le temps passe et nous allons voir si on peut poser des questions à Paul. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Je vous entends maintenant. Je pense que nous allons continuer, puis nous poserons des questions par la suite à Paul. Vous me disiez comment vous êtes en train de tout mesurer maintenant, le lien avec Gladstone, avec la biodiversité. Et ça nous permet de faire un lien avec Elsa Borromet du musée d'histoire naturelle à Paris. Bien entendu, le musée s'inquiète du climat et de la biodiversité. Ça fait partie de son ADN. Vous êtes la directrice du développement durable et vous mesurez les émissions carbone des 13 sites et vous récoltez aussi des données concernant la biodiversité. Vous avez beaucoup travaillé sur le fait de changer vos pratiques d'exposition, surtout pour les dernières expositions qui s'appellent les limites de l'humanité. Donc, c'est les limites de la croissance. Ça a été l'anniversaire des parcs. Vous avez mis en place des bonnes pratiques pendant 10 ans au sein du musée et je serais ravie de revenir sur la stratégie d'exposition responsable que vous avez démarrée et ce que vous avez fait. Bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas parler trop vite parce que j'ai une cadence assez folle pour nos traductrices. Je vais être très synthétique sur la présentation du muséum puisque Agnès Parent a présenté notre établissement il y a quelques minutes et la plupart des personnes sont restées. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un établissement public à caractère scientifique et culturel, que nous disposons de 5 missions statutaires: la recherche, la conservation et l'enrichissement des collections, l'enseignement avec un Master 2 et une école doctorale, près de 450 étudiants et docteurs, un volet diffusion des connaissances scientifiques qui s'opère à travers nos galeries, nos zoos, nos parcs botaniques, et un volet expertise scientifique. Il faut entendre par cela comment le muséum coordonne une réponse scientifique lors d'une saisine, soit du ministère de la Transition écologique, soit une saisine d'un établissement privé. Par exemple, ça pourrait être: faut-il réintroduire l'ours dans les Pyrénées, par exemple. Ce serait le muséum qui coordonnerait cette réponse. 5 missions pour un objectif qui est d'accumuler de la connaissance pour mieux protéger la nature. Et donc, face à cet objectif magnifique, il était nécessaire pour un établissement de sciences de se lancer dans une démarche de développement durable. Et nous avons une démarche maintenant qui date depuis plus de 10 ans. Elle a commencé en 2008. Nous avons signé
la charte des établissements publics et entreprises publiques portée par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et nous avons pris des engagements très simples qui sont notamment en amont de chaque grand projet, notamment les projets d'aménagement, de se poser la question de mener une réflexion sur les questions de développement durable. Et pour revenir sur l'aspect gouvernance qu'ont cité mes collègues, puisque c'est très important, la démarche de développement durable au muséum depuis 2017 est portée par le directeur général, donc au plus haut de notre organisation. C'est lui qui pilote cette stratégie et il est appuyé par un conseiller développement durable. J'occupe ces fonctions. D'abord, je suis arrivée au muséum en tant que chef de projet et depuis 2017, j'occupe la fonction de conseiller de développement durable. Et nous avons un budget dédié depuis 2014 à l'animation pour le montage d'études, notamment le pilotage de l'outil pour mesurer notre impact carbone pour les 13 sites en France. Merci. Et plus particulièrement, on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui sur ce qu'on fait, sur la thématique qui vous intéresse, je pense tous, des expositions responsables. Nous avons commencé à travailler sur ce sujet en 2012. D'abord, de manière informelle, nous avons constitué un groupe de travail, en tout cas mes prédécesseurs et qui étaient présents. Le référent développement durable au muséum, en tout cas, arrive essentiellement en bac, en support de ses collègues. Il ne dispose pas de l'expertise technique, ce sont les collègues en charge du montage des expositions qui disposent de cette expertise. Et donc ce groupe de travail était composé d'une scénographe qui est toujours en poste au muséum et avec qui nous avons travaillé sur l'exposition aux frontières de l'humain, dont je vais vous parler plus précisément tout à l'heure, qui s'appelle Kinga Grege. Et nous avons, au sein de ce groupe de travail, au gré des sujets, recours à d'autres experts muséums. Il peut s'agir de coordinateurs exposition ou de chargés de projet exposition, notamment Teresa Riberon, qui est dans la salle, a aussi participé à ces projets. Ou encore, j'ai une pensée pour Mathilde Chiquitou, qui travaille avec moi aujourd'hui sur l'exposition Félin. Et si besoin, nous prenons la tâche d'experts type juriste, service achat, etc. Donc, quelques actions concrètes pour expliquer ce qui a été fait ces dernières années. En 2012, quand le groupe de travail se constitue, le premier sujet qui est pris en compte, c'est les déchets. Pourquoi? Parce que les déchets, c'est visible, ça se voit, ce sont plusieurs bennes, des matériaux qui sont employés que 9 mois dans nos murs et puis qui sont bénés. Et donc, ce premier constat, on s'est rendu compte qu'il était partagé au national, en France, par d'autres acteurs, dont le Louvre, Univers Sciences, le Quai Branly et d'autres. Et nous avons collectivement porté, avec mes collègues, et on a eu les résultats en 2016 exactement, une proposition de modification de la réglementation française, de manière à pouvoir officiellement donner des matériaux en fin de vie issus de nos scénographies. Et donc de 2012 à 2016, on s'est beaucoup concentré sur ce point-là, mais nous avons aussi travaillé sur d'autres aspects, comme par exemple travailler sur l'éco-conception de l'exposition permanente du Musée de l'Homme, ou encore en 2014, ça a été aussi un point fort pour cette démarche. Mes collègues se sont beaucoup concentrés sur l'usage, l'emploi du bois et des dérivés de bois dans le marché d'agencement de l'exposition sur la piste des Grands Singes. Parce que pour le coup, c'était une exposition qui parlait de déforestation, donc il était nécessaire d'avoir à la fois du bois issu de forêts gérées durablement, mais surtout de réfléchir sur l'utilisation responsable de ce bois, de manière à éviter le gaspillage, les taux de chute lors de la transformation, la création des décors. Et donc un dialogue s'est opéré avec les agenceurs pour notamment réviser les décors, la taille des décors, pour pouvoir optimiser l'utilisation des planches, par exemple, de manière très concrète. Ensuite, à partir du moment où la réglementation de 2016 a permis de légaliser le don officiellement des éléments de scénographie, en interne, nous avons maximisé cet usage et nous faisons systématiquement à la fin de chaque expo du don vers des associations et nous réemployons en interne dès que cela est possible vers d'autres espaces du muséum.
Merci. Alors, concernant la mesure, alors tout comme mes collègues, nous avons été conduits à faire des métriques. Nous nous sommes posés à un moment la question d'avoir une approche beaucoup plus globale, sortir du focus uniquement déchets. Il était nécessaire d'arrêter de regarder les expositions que par un petit bout. Donc, nous avons utilisé un outil qui s'appelle l'analyse de cycle de vie. Pour pouvoir avoir une idée de l'impact environnemental d'une exposition. Le projet n'a pas été anticipé. Il n'a pas été préparé. Le projet est émergé parce que ça devenait un besoin et donc du coup nous nous sommes lancés. Je parle de cette préparation parce qu'une analyse cycle de vie, il y a un grand temps dédié à la collecte de données. Donc il est toujours préférable de préparer ce type d'opération en amont. Et donc nous avons, on peut passer sur la slide après, choisi d'utiliser un outil du bâtiment, puisqu'il n'y a pas d'outil aujourd'hui à ma connaissance en tout cas, sur l'analyse cycle de vie dédiée au secteur de l'exposition voilà. Et donc du coup, nous avons détourné l'usage de cet outil pour pouvoir identifier les impacts environnementaux de l'exposition espèces d'ours. Et nous avons du coup regardé à chaque étape du cycle de vie, donc de la sélection du sujet jusqu'à la fin de vie de l'exposition, où se cachaient ces impacts. Et nous avons, comme ce n'était pas préparé, comme je le précisais, on a bénéficié de cette possibilité de faire cette analyse. Nous avons regardé 3 postes contributeurs. Nous aurions pu regarder beaucoup plus. Nous avons regardé le poste contributeur matériaux, le poste contributeur qui concerne la consommation de l'eau et le poste contributeur qui concerne la consommation d'énergie. Et donc, je vous ai épargné le tableau avec les chiffres pour vous faire un résumé synthétique. Nous avons fait plusieurs constats, dont le premier est que le poste contributeur matériaux est le plus significatif en termes d'impact environnemental pour une exposition. Je pense que de prime abord, ça saute aux yeux, mais là, on a pu le mesurer et nous sommes rendus compte qu'il y avait 3 matériaux qui sortaient du lot en termes de contribution à l'impact environnemental de cette exposition espèces d'ours. Ce sont les revêtements de sol, en particulier la moquette, le médium, le MDF. Donc, ce sont les panneaux en dérivé de bois, pour ceux qui ne connaissent pas, et le dibon, qui sont en fait des supports qui sont utilisés pour l'affichage de signalétique, par exemple. Et donc, si je reviens sur la moquette, c'est l'équivalent de 200 000 litres d'eau sur l'ensemble du cycle de vie, donc de l'extraction de la matière première, sa transformation, l'usage dans nos murs jusqu'à sa destruction finale. Donc nous avons fait un certain nombre de constats sur l'ensemble de cet ACV et nous avons voulu passer au cap d'après. Le cap d'après, c'était comment mettre en œuvre toutes ces préconisations dans une exposition concrètement pour essayer de réduire le profil environnemental de nos expositions. Et dans un établissement d'enseignement scientifique, quand on parle d'expérimentation, c'est généralement bien accueilli. C'est pas toujours possible pour tout le monde et on a eu un go pour agir, un oui pour agir à ISO budget. Et donc du coup on a tenté de se poser 4 grandes questions qui sont au travers de l'exposition aux frontières de l'humain menée avec mes collègues Kinga Grège et Judith. Nous avons vu la sobriété des matériaux, l'approvisionnement en matériaux responsables, l'écofabrication pour un démontage propre et la fin de vie. Sur la question de la sobriété des matériaux, nous avons rencontré des difficultés et c'est bien d'être transparent quand on rencontre des difficultés. Nous avons eu un propos pour cette expo qui était fortement consommateur en matériaux. Donc nous n'avons pas pu malheureusement avancer davantage sur cette question-là, mais nous avons noté les freins qui nous ont pas permis d'aller au-delà pourquoi pas aux prochaines expositions faire beaucoup mieux. Sur la question de l'approvisionnement en matériaux, nous avons eu 2 champs.
Le premier champ, c'était l'approvisionnement en matière responsable, qui est le champ le plus évident, à savoir nous avons souscrit à une matériothèque parce que nous avons identifié que le sourcing matériaux était une problématique et donc nous avons donné l'accès aux scénographes externes et à l'agenceur à cette matériothèque payée par le muséum pour qu'ils puissent nous proposer ensuite, suite à une analyse de la base de données, des matériaux responsables qui pourraient nous convenir. Et nous avons également abordé le deuxième volet sur cet approvisionnement en matériaux responsables. Nous avons voulu aller récupérer de la matière dite déchets dans une ressourcerie pour la réintégrer dans notre exposition et la mettre en œuvre. Et là, nous avons soulevé tellement de freins que je vous présenterai peut-être après. Et pour finir, je pense que je fais vite. Une minute, ok. Sur la question de l'écofabrication, nous avons essentiellement monté toutes les structures par des systèmes de visserie et du coup, forcément, ça a un impact sur le moment du démontage. Il y aura plus d'hommes, donc un coût supérieur pour le démontage avec un temps rallongé, mais nous sommes engagés à réemployer 90% des panneaux dérivés de bois. Et là, sur la question de la fin de vie, nous avons déjà identifié des associations et avec qui nous sommes en partenariat pour pouvoir permettre le réemploi des matériaux. Et la dernière slide, merci. Là, ce sont des expériences très concrètes de choses menées. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, la moquette, c'était l'essentiel, le matériau le plus impactant, par exemple. Nous avons trouvé une solution pour cette exposition. Nous avons utilisé que 40 mètres carrés de moquette. Nous nous sommes permis, du fait de cette surface réduite, de chercher un matériau qui est plus qualitatif et qui coûte beaucoup plus cher et qui était 100% recyclable et qui sera recyclé en fin de vie. Et on s'est aussi posé la question de la provenance des œuvres. Seules 3 œuvres viennent de l'étranger. Et la dernière chose, je pense que je pourrais parler de l'intégration des matériaux issus de fin de vie lors soit des questions ou soit lors des limites. Voilà. Bon, je m'arrête là. Désolée, j'ai été trop bavarde. Je suis désolée, comme on a commencé, as we start a little bit late. On a commencé un petit peu en retard, donc je vais donner un petit peu de temps avec Laura, donc je suis désolée. Et les gens ne connaissent pas encore Laura, donc c'était très intéressant, Elsa. Donc j'espère qu'on aura plus de temps pour les questions. Laura, c'est une organisation différente. Elle travaille pour SNELAC, qui est un syndicat qui conseille, qui défend les loisirs en France, les organisations de loisirs en France. Donc, le SNELAC a son propre niveau de certification qui s'appelle divertissement durable. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu de votre label, comment cela marche et comment vous conseillez les membres de votre organisation? Donc effectivement, je travaille pour le SNELAC, qui est un syndicat professionnel et patronal qui rassemble les exploitants de sites de loisirs et culturels privés en France. Donc parcs d'attractions, parcs aquatiques, parcs à thème, parcs animaliers, aquariums, musées privés, châteaux privés, sites naturels, etc. Donc une diversité d'acteurs qui sont rassemblés ensemble pour défendre leurs intérêts, qui travaillent sur différents points de l'exploitation d'un site de loisirs ou culturel, mais également depuis 15-20 ans sur les questions développement durable. On a un engagement déjà très marqué dès la création du site, puisque généralement ce sont quand même des sites qui vont s'installer dans des zones rurales, donc qui font attention à l'impact que va avoir leur exploitation sur leur environnement. Mais c'est vrai que depuis à peu près une quinzaine, dizaine d'années, on a vraiment un accroissement très fort des sites de loisirs et culturels qui souhaitent structurer leur démarche, mettre en place de plus en plus d'actions, et on va sortir du champ environnemental pour vraiment aller sur les 3 piliers du développement durable et intégrer une démarche qui soit structurante et sur le long terme. On peut passer les slides, merci. Donc ça fait... En fait, on s'est surtout posé la question il y a à peu près 5 ans où les sites de loisirs et culturels voulaient s'engager dans une démarche de développement durable mais ne savaient pas forcément comment faire, comment se structurer, comment la mettre en place, comment la suivre,
comment intégrer des indicateurs de performance, etc. Et nous sommes partis du postulat tout simplement que la plupart des démarches de labellisation en France sont coûteuses, généralistes et ne s'appliquaient pas du tout aux spécificités de notre secteur d'activité. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de créer notre propre label RSE sectoriel qui s'appelle Divertissement durable et qui vise à accompagner l'ensemble des sites de loisirs et culturels français dans la mise en place d'une démarche de développement durable sur le long terme, donc avec vraiment une démarche d'amélioration continue. Ce label, il fonctionne en 2 temps. Tout simplement, la première partie, ça va être la mise en place de la démarche et la deuxième partie, l'octroi du label par des auditeurs indépendants accrédités divertissement durable. Sur la mise en place de la démarche, eh bien, pour créer notre label, qui a été, je le précise, co-construit par le SNELAC et par 10 sites de loisirs et culturels pilotes pour vraiment que ça corresponde au mieux à leurs préoccupations, on a créé notre propre référentiel. On peut passer la slide, s'il vous plaît. Notre propre référentiel du coup qui s'appuie sur les 3 piliers du développement durable. Donc on va retrouver bien évidemment les pôles économiques, sociaux et environnementaux, mais en intégrant toutes les spécificités de notre secteur d'activité. C'est-à-dire que sur la partie sociale, on va intégrer les spécificités qui sont dues à l'employabilité, notamment du fait que notre activité est principalement saisonnière. On va s'intéresser à toute l'accessibilité pour faire en sorte que les personnes à besoins spécifiques soient accueillies de la meilleure manière dans les sites de loisirs et culturels. Ça va être aussi sur l'ancrage local, sur la partie boutique, sur la partie restauration, sur tous les achats qu'on va retrouver. On s'intéresse en fait dans cette labellisation à tout ce qui va intéresser et toucher de près l'exploitation d'un site de loisirs et culturels, et donc en intégrant toutes les parties prenantes, à la fois les visiteurs, les collaborateurs, les fournisseurs, etc. Donc on a ce référentiel qui est vraiment le point de départ en fait de cette labellisation. Il est accompagné d'un kit de certification qui propose des modèles de documents pour aider les sites à mettre en place la démarche, puisque voilà, notre syndicat il rassemble les majors du secteur que beaucoup d'entre vous connaissent. Ça va être le Puy du Fou, Disneyland Paris, le parc Astérix, mais ensuite on a 90% de sites qui sont en région, qui maillent l'ensemble du territoire français et qui n'ont pas forcément le même niveau de maturité en termes de développement durable. Donc l'objectif pour nous, c'était vraiment de pouvoir intégrer tout le monde. Donc on a une certification évolutive en 3 temps. Le site sensibilisé, le site engagé et le site expérimenté. Donc pour chaque niveau, nous avons des exigences qui vont évoluer. On va demander plus de choses à un site qui a un niveau de maturité plus élevé. Mais encore une fois, l'objectif, c'était vraiment de faire en sorte que tous les sites de loisirs et culturels puissent entamer cette transition vers un tourisme plus durable. Donc on va avoir ce que je vous disais, le kit de certification qui va aider les sites à mettre en place la démarche, avec également des fiches pratiques, des guides, donc différents outils qu'on va créer au fur et à mesure selon les besoins, puisque le label est tout récent, il a été créé en 2018, lancé en 2020. Et nous proposons également un accompagnement individualisé des sites qui mettent en place la démarche, c'est-à-dire que l'accompagnement peut intervenir à différentes étapes. Ça peut être pour le lancement de la démarche où on va leur expliquer comment mettre en place le plan d'action, comment formaliser. Ça va être ensuite sur la mise en place de la démarche avec l'instauration des indicateurs clés de performance pour suivre et améliorer les actions qui seront mises en place. Et ensuite, l'accompagnement peut se faire également avant la phase d'audit finale pour faire un point sur ce qui a été mis en place. Et puis, comme c'est un label d'amélioration continue, on va avoir des audits de renouvellement tous les 2 ans ou tous les 3 ans pour faire un état des lieux de la démarche et toujours accroître ses performances. Une fois que la démarche est mise en place et qu'on va continuer à la faire évoluer au fur et à mesure, les sites qui se sentent prêts vont se faire auditer. Et là, on a donc 3 auditeurs indépendants que nous avons choisis à partir d'un cahier des charges et qui vont faire les audits qui permettront d'octroyer le label à ces sites-là. Et donc ensuite, on va s'instaurer dans cette démarche d'amélioration continue. On va continuer de les aider au fur et à mesure. Et je précise également que donc on a le label, mais à côté, au niveau du syndicat, on a une commission développement durable qui est d'ailleurs à l'origine de la création du label, qui est un groupe de travail dans lequel on va pouvoir avoir des retours d'expérience qui seront partagés entre les différents sites, ceux qui ont un niveau plus avancé sur le sujet, ceux qui débutent, pour permettre de travailler tous ensemble à la conception de nouveaux outils, à la conception de guides,
pour tous ensemble pouvoir s'améliorer et voilà, travailler sur ces sujets très complexes. Et pour vous donner une idée, ces dernières années, on a beaucoup travaillé sur le traitement des déchets, l'optimisation des consommations d'énergie. Et cette année, nous entamons le sujet carbone en créant un guide méthodologique sectoriel pour accompagner l'ensemble des sites de loisirs et culturels français à réaliser leur exercice de comptabilité carbone pour ensuite mettre en place une stratégie bas carbone. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc le label, je vous le disais, il a été lancé en 2020. Aujourd'hui, on a 5 sites qui sont labellisés. On a une quinzaine de sites qui sont engagés dans la démarche, qui sont en train de se préparer pour construire vraiment leur démarche et qui ensuite pourront continuer à la faire évoluer en partageant leur expérience, aider à la création d'outils, etc. Puisque vraiment, tout le monde travaille ensemble pour avoir vraiment cet objectif de s'améliorer et d'aller vers une transition pour un tourisme plus durable. Et je crois que la dernière slide, c'est les contacts uniquement si vous souhaitez avoir des informations. Mais j'imagine que vous avez des questions, donc j'ai essayé de faire assez rapidement et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup Laura, super rapide, super efficace. Voilà, donc 4 interventions qui, j'espère, vous ont inspiré. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? On en profite, il nous reste, allez, 3 minutes. Ah. Bonjour, je voulais juste poser la question concernant la démarche pour la conception des expositions. Le sourcing qu'on essaye de mettre en place, on se confronte souvent à des problématiques de réglementation incendie qui sont voilà, très importantes. Dans le bâtiment, notamment pour les bâtiments éco-conçus, on sait qu'il y avait des démarches de je ne sais plus comment on appelle ça, mais de mesures hors protocole ou des choses comme ça. Est-ce que on peut aller vers ça pour les musées dans ces démarches-là, ou est-ce que c'est pour travailler avec des bureaux de contrôle, par exemple, est-ce que vous avez pu vous frotter à ce genre de problème? C'est une très 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 bonne question. Le monde du bâtiment a plus de 10 ans d'avance aujourd'hui et ils ont mis en place un système de certification pour le réemploi des matériaux. Et donc, ils rencontrent encore des difficultés, notamment avec le monde des assurances. Et nous en sommes encore très loin dans l'agencement pour les expositions. Il faut savoir que quand par exemple, dans le cadre du projet de l'exposition aux frontières de l'humain, nous avons voulu collecter un moment des déchets. Et le déchet, c'est un statut juridique en France et qui vient gommer le bénéfice, par exemple, des certificats, des PV, notamment le PV de résistance au feu, alors que l'élément, il garde son intégrité. Pour le réemployer dans votre scénographie, vous ne pouvez pas, parce que le déchet vient gommer le bénéfice de ce PV et aucun bureau de contrôle qu'on a approché n'était réellement prêt à travailler avec nous sur ces questions-là. Nous avons aussi interrogé, nous, Muséum, au sein du groupe de travail, le centre scientifique et technique du bâtiment, qui est habilité notamment à faire ce type de certification pour les matériaux. Et c'est eux qui nous ont notamment orientés sur le fait que si on trouvait une solution pour collecter un gisement de ressources, donc pas un déchet, et qu'on conservait les éléments dans leur intégrité et qu'on les réemployait dans des conditions similaires à l'usage premier, que le bénéfice du PV pouvait être conservé dans la limite de validation de ces éléments-là. Mais en fait, tout est à construire, tout est à faire, hein, et aujourd'hui, pour le moment, les groupes de travail qui se sont posés la question en France, je ne sais pas comment ça se passe à l'étranger, sur comment garder le bénéfice des PV de manière à permettre le réemploi, non pas une fois, mais peut-être plusieurs fois des matériaux. Pour le moment, c'est lettre morte. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Annabelle, est-ce qu'on a le temps pour une question encore?
Est-ce qu'il y aurait une question éventuellement pour Paul? En revanche, il y a une question. Il y a une question au fond pour Paul. Voilà. Merci beaucoup, bonjour à tous et merci pour vos présentations. C'est spécifique à Paul, mais également à tous ceux qui sont responsables d'institutions. J'entends beaucoup parler de tout ce qui va être la responsabilité au niveau des déchets, au niveau de la biodiversité, etc., mais très peu de la côté sociétal. On en a parlé dans le label, mais c'est aussi quelque chose de très important pour la transition écologique et sociale à venir. Donc est-ce que dans vos institutions, en l'occurrence Paul et puis les autres, vous prenez ça en compte, que ce soit au niveau des travailleurs saisonniers, que ce soit au niveau de l'accessibilité ou encore de la flexibilité des horaires de travail et également pour les visiteurs? I will ask the question to Paul. Paul, can you hear me? I can, Yes. yes. Okay. Vous m'entendez, Paul? Donc, elle traduit la question pour Paul. Sorry. The measure you can do for society, such as like timescale, because we talked about a lot about environment, but what have you set up for all the social aspect of a sustainable policy? Well, Un côté social et d'une politique en développement durable, eh bien, là, il s'agirait de nos efforts pédagogiques et le partage, en faisant des choses telles que celle-ci. C'est une institution, je ne pourrais pas vous donner la citation parce que une institution, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais qui a fait des recherches sur la valeur de l'éducation, de la pédagogie. Et il croit que les institutions qui éduquent, qui instruisent les autres concernant les carbones devraient avoir des crédits de carbone, justement pour justifier ces efforts. Donc, si on peut informer le public, on peut inspirer le public, et de cette manière-là, on invite le public à sauver la planète. Donc, ce sont des 3 I: informer, inspirer et inviter le public à protéger la planète. Donc, on se concentre là-dessus et notre objectif, nous avons un objectif de nombre de personnes que l'on donne nos cours, enfin, qu'on atteigne au niveau éducation. Donc, ça, c'est comme ça que l'on se concentre. C'est une question très importante. On ne peut pas avoir un environnement en bonne santé sans avoir une société en bonne santé. Ça vient, on n'y est pas encore, mais on essaie de quand même faire le lien entre les deux. On garde donc l'accessibilité, nos publics, en gardant l'égalité, l'équité, inclusion, diversité chez nos salariés. Ça commence, je dirais, mais c'est vrai que parfois, il y a un manque de lien. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour y arriver. Côté France, en fait, dans votre question, on scinde beaucoup les choses en France. On a le volet social et le volet sociétal. Et dans votre question, vous liez les deux. Sur le volet sociétal, donc là, on va pouvoir y mettre les aspects accessibilité que vous citiez, par exemple. Vous avez des normes, en fait, pour encourager, pour inciter fortement plutôt, ce serait le bon terme, les établissements culturels à s'adapter pour un meilleur accueil des publics qui sont du coup des publics exclus comme les personnes en situation de handicap. Au muséum, nous, ça fait quelques années que nous travaillons sur l'accessibilité. Nous sommes dans des bâtiments anciens. Le muséum est un établissement pluriséculaire. Donc l'adaptabilité de monuments historiques ne se fait pas de la même manière qu'un établissement répondant aux dernières normes. Donc c'est extrêmement compliqué. Ça ne marche pas toujours, en toute honnêteté, et c'est financièrement très complexe. Ensuite, sur la partie support, par exemple, de diffusion, nous avons des actions qui sont menées pour parler à un public large, en adaptant les supports braille, par exemple, ou en permettant d'avoir des supports qui vont
plutôt être sur les aspects manipulation. Pour vous donner un exemple concret, et sur le volet social, on décompose beaucoup généralement dans les institutions françaises. Le volet social est porté par les DRH, les directions de ressources humaines, et là on va s'attacher aux questions plutôt liées aussi avec le droit. Donc l'égalité homme-femme, il y a des plans aujourd'hui, on est censé conduire des réflexions et d'apporter des réponses quand on voit des problèmes par exemple sur l'inéquité salariale. Dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, c'est assez particulier, le muséum en est un, nous avons aussi une grande politique d'appui aux agents avec des travailleurs sociaux, comment ça s'appelle ? J'ai oublié le terme, mais qui vont venir lisser les écarts entre, par exemple, fonctionnaires et agents contractuels, ou proposer des solutions pour l'équilibrage, un meilleur équilibrage vie pro, vie perso. I think it's time to finish our discussion. Je pense qu'il est temps de conclure notre discussion et notre panel. Merci à tous pour avoir participé. Merci Paul d'avoir été avec nous depuis Glenstone. Merci Sarah d'être venue de Londres. Et bien entendu, vous pouvez parler avec nos panélistes. Merci.